merci de recevoir chaleureusement Jacques Rougerie, architecte océanographe, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Monsieur Rougerie. Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. On déclenche le chrono. Vous avez 25 minutes pour vous et vous allez nous dire où en est le projet Sea Orbiter d'habitat sous-marin, entre autres. Alors, on vous donne la télécommande. Et on déclenche le chrono 25 minutes. Alors, d'abord un immense merci à toute Avec l'équipe plaisir. de Grand Océan. Je suis vraiment ravi et surtout ému d'être ici parmi vous parce que c'est un lieu que je connais bien. J'en suis un petit peu auprès de Bernard Covin, un petit peu l'architecte. Donc, on l'a accompagné dans cette belle aventure depuis plus de 20 ans. Donc, un immense hommage à Bernard Covin. Alors, ce soir, nous allons voyager au cœur de mes passions en lien avec justement le grand océan et l'espace. Entre ciel et mer, là où se dessinent les rêves, comme celui que je forme depuis toujours, c'est de l'océan et de l'espace que naîtra le destin des civilisations à venir. Alors comment est venue cette conviction? Tout simplement depuis mon enfance. Et le soir, sur l'horizon de l'océan, mon regard se perdait plus exactement dans la nuit étoilée, tandis que mes copains, comme sûrement la plupart d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous construisiez des cabanes dans les arbres. Moi, je pensais qu'à une chose, les construire sous la mer et dans l'espace. Alors, avec Jules Verne, je m'immergeais avec délice dans 20 milieux sous les mers, vous aussi sûrement, et dans le voyage de la Terre à la Lune. J'ai eu la chance, et c'est ça le privilège de l'âge, j'ai eu la chance de voir les exploits de Gagarine, de Cousteau, le premier homme sur la Lune. Grâce à eux, l'impensable devenait possible, notre civilisation ne serait plus la même. Quelques années après, j'ai eu le bonheur de monter à bord de la Calypso, de rejoindre mes rêves d'enfant, de plonger aux côtés du commandant Cousteau et d'ouvrir ainsi les portes du monde sous-marin. Je n'ai pas passé... J'ai oublié. Vous voyez, c'est l'émotion d'être ici parmi vous. On peut comprendre aisément. Gagarine, effectivement, Cousteau, et Cousteau. Et voilà. Et maintenant, on arrive à mes rêves. Donc, inéluctablement, comme vous le voyez en 1977, il y a déjà quelques années, j'ai réalisé et expérimenté mes premiers habitats sous-marins, des aquabules, conçus pour une nouvelle civilisation. Nouvelle civilisation, celle des Mériens. Les Mériens n'ont pas le même regard, ni la même philosophie sous la mer qu'un terrien, ni qu'un marin. Les Mériens sont les femmes et les hommes qui aspirent, rejoindre les profondeurs marines pour les explorer, les protéger bien sûr, vivre en harmonie avec le monde sous-marin, tout en développant une blue economy pour une blue society. J'ai toujours été fasciné, du coup, par les similitudes humaines de vie en milieu extrême entre le monde sous-marin et le monde de l'espace, ainsi que les liens, évidemment, qui doivent s'unir entre la recherche scientifique et les technologies. Cet avenir, qu'il soit océanique ou spatial, doit être mené au niveau international car il est essentiel pour l'évolution de notre civilisation. S'il est encore difficile d'entrevoir les promesses contenues dans les profondeurs océaniques ou dans l'immensité de l'espace qui attendent l'accostage de nos caravelles des temps modernes, ces vaisseaux nous ramènent déjà de nombreuses connaissances scientifiques, des développements technologiques qui bouleversent nos vies actuelles et inéluctablement nos cadres de vie de demain. Alors j'ai rêvé de participer à cette grande aventure, à cet avenir, en créant et en réalisant différents types de projets architecturaux, par exemple, je ne vais pas appuyer assez fort, voilà. Par exemple, une armada de vaisseaux bioniques d'exploration océanique, comme la Cité internationale des Mériens,
que m'a inspiré le squelette, comme vous pouvez le voir, de l'Arrée, véritable campus universitaire. C'est un projet qui m'a été demandé par l'UNESCO pour une communauté de 25 000 étudiants, chercheurs pour les peuples du monde. Alors après, on a étudié des fermes marines d'aquaculture, de culture d'algues situées en plein milieu de l'océan, et ainsi que des vaisseaux de recherche pour les grandes profondeurs jusqu'à moins 6000 mètres. Et vous voyez, l'inspiration est venue du biomimétisme de la méduse. Parallèlement, on a étudié des vaisseaux d'exploration, toujours pour les grandes profondeurs, et à partir du calamar, toujours basés sur des technologies liées au génie de la nature, en lien avec le génie de la nature, ce qu'on appelle le biomimétisme. Ainsi, alors, je vous disais que je rêvais des rapports entre l'espace et le monde sous-marin. Et bien, l'espace, j'ai rêvé d'irriguer là aussi des armadas de vaisseaux d'exploration extraterrestres, comme ce voilier de l'espace mu par 4 voiles solaires. Donc, depuis un peu plus de 40 ans, vous l'avez compris à travers mes cheveux blancs, je dessine des projets pour le monde spatial et océanique, mais vous allez voir, le rêve devient réalité. Certains de ces projets existent déjà ou vont exister, comme Sea Orbiter. Mais Sea Orbiter était déjà là. Le nouveau monde est bien là. Mais si nous voulons le construire avec résilience, je vais revenir en arrière. Non, ben on ne peut pas, c'est pas grave. C'est dommage. Bon, si nous voulons nous devons construire ce monde avec résilience durablement, il nous faut que ces explorations spatiales et océaniques, scientifiques et technologiques, dans leur croissance, je suis très lucide là-dessus, ne sous-estiment pas les doutes profonds actuels de certains jeunes sur les conséquences environnementales que ça peut impliquer. Pour autant, ne tombons pas dans les débats pessimistes, anxiogènes. Il nous faut nous en remettre à la science des Lumières, de l'humanisme, de l'universalisme. Nous devons croire au génie humain, à son extraordinaire pouvoir de création et d'adaptation. Pour autant, soyons lucides, pas d'utopie aveugle, bien sûr, mais un progrès fécondé par l'échange, comme le rivage par la marée. Alors, la photo d'avant montrait, je sais le ressac de la marée, je sais l'accélération des changements climatiques, vous ne faites pas de soucis, la destruction de la biodiversité, la surexploitation des ressources, des diverses pollutions. Je sais la beauté fragile des écosystèmes. Mais je suis surtout infiniment conscient du danger de la goutte d'eau qui fait déborder le grand vase de l'océan. On ne doit pas s'opposer à la mer, vous le savez, ce serait peine perdue. Nous devons composer avec elle. Soyons clairvoyants. Il est urgent de modifier nos comportements en inventant de nouveaux paradigmes pour la gestion planétaire des océans. C'est donc le défi majeur du XXIe siècle. L'océan, comme l'espace, irrigue nos rêves. L'océan est le poumon vital du globe, la sève du vaisseau spatial Terre auquel il fournit oxygène et énergie. Nous sommes bordés par les mers. L'ensemble des continents flotte sur les océans. Nos vies sont insulaires, partout de l'eau, partout la mer. Et pourtant, l'univers sous-marin demeure encore mystérieux, méconnu. De lui peuvent émerger les biotechnologies, les énergies renouvelables de demain, l'alimentation du futur, pharmacologie, les matériaux, les nouveaux matériaux et bien d'autres découvertes pour le bien commun de l'humanité. L'océan, comme l'espace, offre des horizons d'espoir sublimes pour les jeunes générations, les encourageant à bâtir leurs rêves et leur avenir avec audace et passion. Alors, voguons ensemble, en sachant nous adapter, avec cette foi dans la science qui libère les technologies, avec cette chance qui sourit aux audacieux, aux visionnaires, et avec la puissance naissante de l'intelligence artificielle qui peut façonner un avenir durable, enthousiasmant. Pour cela, croyez-moi, il faut un brin de folie, de passion, d'audace, sortir des schémas existants,
C'est donc avec cet esprit et avec toute une équipe pluridisciplinaire qui, modestement, nous avons élaboré un avenir soucieux de façonner nos recherches sur l'humain, d'orienter nos créations vers une architecture bio-inspirée, puisée dans le génie de la nature et de celui de Léonard de Vinci, qui sut hisser la science des fluides au rang d'art absolu. Vinci, qui confiait à ses élèves: allez puiser vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Vinci, qui savait que depuis l'origine du monde, il y a 3,8 milliards d'années, la nature sculptait les formes les plus sublimes, les courbes harmonieuses, fabriquait les matériaux les plus performants. Alors, dès mes premiers travaux, je me suis inspiré du vivant pour imaginer les habitats sous-marins de demain en tenant compte de leur impact sur l'environnement avec l'esprit d'un architecte explorateur du futur, comme ici, avec mes premiers dessins, bio-inspirés par le squelette du radiolaire. Évidemment, l'informatique n'existait pas dans ces premiers dessins à l'époque. Et donc, ces habitats sous-marins m'ont permis de donner naissance à une organisation spatiale préfigurant un village sous-marin adapté à la gestion des ressources océaniques pour une vie communautaire de 250 mériens. Ce village immergé au large des îles Vierges, aux États-Unis, suspendu entre moins 25 mètres et 50 mètres, fut aussi imaginé comme base d'entraînement pour les astronautes, pour les similitudes de vie entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. À partir de là, je suis allé au bout de mes rêves, mais avec un pragmatisme acharné. Comme avec Galatée, ma première maison sous-marine, je l'ai non seulement imaginée, dessinée, construite, mais surtout expérimentée en août 1977. De forme oblongue, avec 2 grands hublots comme des balcons ouverts sous la mer, conçus pour 4 plongeurs engagés dans des recherches scientifiques et technologiques, l'intérieur jouit d'une ergonomie adaptée à ce monde spécifique que le monde sous-marin. Et Galatée s'adapte, quelles que soient les profondeurs, entre 2 eaux, c'est-à-dire que son laisse lui permet de se situer entre 2 eaux. Alors après Galatée, nous avons... voilà. Après Galatée, sur ce même principe, nous avons construit en aluminium plusieurs habitats sous-marins pressurisés, parce que le fait d'être pressurisé, un habitat sous-marin, vous permet de sortir autant de fois que vous voulez sous la mer, quelles que soient les conditions de mer. Nous avons construit donc Hippocampe 1, Hippocampe 2 et Océan Observer. Ce dernier, que nous voyons ici, nous l'avons expérimenté dans l'océan Indien, au large de Sumatra, en Indonésie. L'ensemble donc était constitué en 2 parties, un flotteur en surface et l'habitat sous la mer. Alors maintenant, surtout Hippocampe. Quant à Hippocampe, nous l'avons immergé par moins de 12 mètres au large de Marseille, à l'endroit même où Cousteau avait immergé la première maison sous-marine pré-continent 1. C'était un symbole fort. Nous avons mené cette expédition avec la Marine nationale ainsi que la COMEX. Ces expériences étaient essentiellement réalisées pour démontrer la capacité humaine à s'adapter en milieu extrême. Alors, petit clin d'œil, l'expérience était en décembre. Vous avez deviné, donc on n'a pas pu s'empêcher que de fêter Noël sous la mer. Mais mieux, on a invité 2 enfants plongeurs de 12 ans venir nous rejoindre pour partager avec nous le repas de Noël. Clin d'œil, peut-être que certains connaissent la poupée Kiki. On leur avait offert à l'époque une poupée Kiki. Et donc, ça a été un Noël magique, inoubliable, un grand moment. Hop, je vais un peu trop vite. Je ne sais pas comment revenir en arrière. Il faut appuyer. Hein? Ah, si, peut-être là. Ah, pardon. Alors, le mérien, c'est dommage qu'on ne voit pas la photo d'avant. Le mérien dans l'univers sous-marin. Là, ça va trop vite, là. Bon.
Tant pis. Le mérien dans l'univers sous-marin, comme l'astronaute dans l'espace, c'est important de bien comprendre, doit réapprendre à coordonner ses gestes, à maîtriser son équilibre, son orientation, sa concentration, à évoluer dans un univers qui, évidemment, dans deux univers qui sont complètement incertains. Sous la mer comme dans l'espace, nos sens explorent de nouvelles sensations, éveillant un imaginaire différent des terriens ou même des marins. On ne marche pas, évidemment, sur le plancher des mille vagues. On ne vogue pas comme un marin. On évolue dans la troisième dimension qui chahute les sens. Quand le geste est ralenti dans son mouvement, quand le toucher est altéré, quand la voix est plus aiguë, en participant à ces différentes expériences, je suis devenu un mérien, fils de l'eau, fils d'un nouveau monde, celui de Poséidon. Alors je peux vous affirmer que vivre sous la mer confine au sublime, y déjeuner. C'est dommage que vous n'avez pas vu la photo d'avant, surtout quand c'est moi, The French Cook, parce que les expériences avec les Américains dans les habitats sous-marins, j'avais un peu marre du lyophilisé. Mais travailler sous l'eau, écouter de la musique sous l'eau, c'est merveilleux. Y dormir, se réveiller parmi la biodiversité océanique, sortir directement, comme je vous disais, de sa maison sous-marine, pour voler dans la troisième dimension, tel un oiseau dans l'azur, semblable à l'apesanteur lors d'un vol parabolique, donc, comme on voit ici, en apesanteur que j'ai eu la chance de faire grâce à l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui souhaitait que je sois, en toute modestie, le premier académicien avec son épée à être en gravité zéro. Ce sont les mêmes sensations que j'ai ressenties dans différents séjours d'habitat sous-marin, comme dans Aquarius ou Chalupa. Lors de ce dernier, lors d'une expérience de similitude de vie entre le monde de l'espace et le monde sous-marin, j'ai eu le privilège d'être accompagné donc, dans un de ces habitats, c'était le Chalupa, de l'astronaute Volodya Titov, qui fut le premier homme à vivre un an dans l'espace, et de Jean-Loup Chrétien, lequel m'a ouvert les portes de l'espace à la Cité des Étoiles et en Russie et à la NASA aux États-Unis. Alors avec Jean-Loup Chrétien, peut-être que certains d'entre vous se rappellent, j'avais eu le privilège en novembre 1998 de réaliser un rêve d'enfant, tous les deux. On voulait qu'on soit les premiers hommes à faire la première liaison au monde entre un homme dans l'espace et un homme sous la mer. On l'a réalisé, donc on a fait une première mondiale, c'était génial. Un moment gravé, évidemment, à jamais dans ma mémoire, et celle de Jean-Loup. J'aime bâtir certains rêves à travers justement ces défis. Quelque temps après, j'ai eu le privilège de participer au record du monde, donc 61 jours sous la mer. De telles réussites, de tels challenges se réalisent grâce à la passion, à l'envie de se surpasser, à la vertu de l'engagement, à l'esprit, à la confiance placée dans chaque équipage. C'est impossible autrement. Quoi de mieux, d'ailleurs, que de rêver à plusieurs? Quoi de plus normal que d'être animé par une seule obsession, comme les astronautes? Demandez à Thomas Pesquet. Ils ne rêvent que d'une chose, y retourner. Eh bien, moi aussi. Ces nouveaux mondes vous inoculent à jamais un engagement. Vous êtes baigné d'un autre imaginaire. Il est important, justement, puisqu'on parle d'imaginaire, il est important que l'art, à travers ces explorations océaniques ou spatiales, accompagne ces grandes aventures humaines. Les astronautes, la plupart des astronautes jouent des instruments dans l'espace, comme ici on voit Jean-Loup Chrétien jouant de l'orgue, ou Thomas Pesquet jouant des musiques spatiales. Ou alors sous l'eau, les mériens, comme Julie Gauthier, une chorégraphie, ou Michel Todorov, qui jouent justement de la musique sous l'eau. C'est donc ces différentes expériences avec les astronautes m'ont conduit à travailler sur plusieurs projets spatiaux. Je vous en montrais juste un village lunaire pour le retour des êtres sur la Lune. C'est un village pour de longue durée sur la Lune. Il sera construit en grande partie sur place grâce à des imprimantes 3D
recouverts de sable. Cette vision novatrice nous oblige en tant qu'architectes visionnaires à perpétuellement renouveler notre regard pour imaginer les habitations extraterrestres de demain. Alors soyez persuadés que je suis lucide. Aller dans l'espace ou aller sous la mer, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ces technologies maritimes, je me suis inspiré de ces technologies pour mettre des yeux aux bateaux, pour que ces bateaux aient un regard sous la mer. Ce concept, je l'ai concrétisé sur plusieurs types de semi-submersibles, les aquascopes pour 10 personnes en forme de remonta, pour que les enfants puissent, et les adultes bien sûr, puissent voir ce monde sous-marin sans plonger en toute sécurité. Alors après avoir construit ces semi-submersibles, j'ai ressenti le besoin de réaliser mon propre bateau, l'Aquaspace, un trimaran à voile en aluminium de 22 mètres de long. Sa coque entièrement transparente, comme vous pouvez le voir, centrale, nous a permis, pendant de longues traversées océaniques, d'observer sous la mer la biodiversité et le sujet de tout à l'heure, les baleines, de suivre la migration des baleines. Un grand moment d'émotion. Et puis, clin d'œil, il y a toujours des moments incroyables, hors du temps, irréels. Ah, mince, le clin d'œil est parti. Décidément, les clins d'œil, j'ai pas de chance. Ah ben non, c'est dommage. Un jour, on s'est retrouvé avec Jean-Loup Chrétien et Pierre Richard, vous savez, l'acteur, qui est un amoureux fou des baleines, de la mer, et moi-même, avec un dauphin. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil d'une émotion partagée. Et puis, donc, il est capital. Revenons sur le sujet un peu terrestre, de transmettre un peu ces grands enjeux. Donc, il est capital qu'il y ait une logique de continuum, de transmission de savoir pour que naissent des vocations et pour répondre aux grands enjeux environnementaux terrestres et maritimes. C'est à partir de cette démarche que nous avons donc réalisé avec mon agence d'architecture qu'on a participé justement avec bonheur à la réalisation de la Cité de la Mer, ainsi que d'autres projets que vous connaissez peut-être, Océanopolis à Brest, Nausicaa Boulogne-sur-Mer, à Kobe au Japon. Enfin, on a fait plusieurs centres de la mer, et notamment le dernier qu'on vient d'inaugurer, c'est en Polynésie, Whare Natura à Moorea. C'est dans cet esprit, décidément, je ne suis pas doué pour le... Il vous Alors, reste ça peut marcher, 3 minutes. pas marcher. Ah ben voilà, hop, ah ben ça va trop vite. Décidément, ça, voilà. C'est magique, hein. Vous allez bien faire. Vous voulez un coup de main? Je ne sais pas si c'est l'écran ou moi qui ai le plus d'émotion. Ouais. Alors, bravo. Parce qu'il y a des animations, Bon, donc c'est dans cet esprit que nous Monsieur Rougerie, il vous reste 5 minutes. Sur les grands défis. Non, c'est pas. J'ai touché à rien là. On peut me la remettre? Non, c'est dommage parce que c'est un sujet très important qui est capital. C'est la montée du niveau des eaux. Et c'est voir comment on peut aborder ces grands problèmes. Voilà, exactement. Ah, je touche à rien. Hein. Bon, écoutez, on va aller... C'est la fin de journée, monsieur Rougerie, c'est normal. C'est la fin de journée, j'ai l'impression. Je dis c'est la fin de journée, j'ai l'impression. C'est que ça bug un peu au niveau technique. Voilà. Bon, on peut se donner encore 4 minutes, si vous voulez. Ce sera pour une prochaine conférence, la montée des eaux, parce que c'est un sujet capital. Et là, on a la chance dernièrement d'avoir réalisé la marina olympique pour les Jeux olympiques 2024. Donc, je suis l'architecte à Marseille. Ça a été un grand moment et je pense que vous avez tous partagé ce grand moment des Jeux olympiques. Maintenant, je souhaite... Hop, voilà, je ne touche plus à rien. Hein. Je souhaite désormais transmettre à la jeune génération multiculturelle ma passion pour les grands enjeux maritimes et de l'espace. Je souhaite être un passeur. Je souhaite que les jeunes
grâce à l'océan et à l'espace, puissent accéder à leurs rêves en se projetant à 50 ans, 10 ans si vous voulez, 100 ans, 10 ans si on veut être pragmatique, 100 ans, 50 ans, et même au-delà. C'est très important. Pourquoi? Eh bien, comme Jules Verne, il disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, 2 hommes seront capables de le réaliser ». C'est avec cette conviction que j'ai créé en 2009 la Fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer à l'Institut de France, avec le prince Albert qui est le président de la Fondation. Alors on va voir un petit peu l'imaginaire de ces jeunes, la passion qu'ils mettent à travers le monde sur ces grands enjeux océaniques et spatiaux. Entrevoir, prévoir, ce triptyque est important, nécessaire pour créer les nouveaux cadres de vie. C'est lui qui permettra, donc, vous savez très bien qu'en 2050, on sera 10 milliards d'êtres humains à cohabiter, de vivre dignement dans de nouvelles formes d'habitat et selon des mobilités adaptées à nos sociétés inventives et économes. Les 3/4 de l'humanité vivront près des rivages marins. Comment donc ne pas vivre en intelligence avec les vagues et les ondes, les marées et les plages, le lointain de l'univers et le proche de notre planète? La Fondation donc encourage l'audace et la passion, stimule les vocations en conjuguant art, science et technologie en lien avec la nature. Et donc on a plus de 150 pays avec plus de 12 000 candidats qui, chaque année, remettent donc leur sujet. Et on a l'UNESCO qui est partenaire donc, de la Fondation. Alors, il faut regarder le passé pour penser le futur. Accepter les hier pour accueillir les demain. Je crois dans le pouvoir absolu de l'intuition qui dose l'expérience et le désir. Je crois, comme le disait Einstein, que l'imaginaire est plus important que le savoir. Alors, soyez-en certains, en dépit du paradoxe, rêver est une solution pragmatique. Le projet qui incarne ce rêve réaliste fait la synthèse de 3 décennies de recherche et d'expérience sous-marine que je mène, c'est Sea Orbiter, la station ISS de l'espace. L'humanité a toujours eu besoin de symboles forts. Sea Orbiter devant en être un. Imaginez un vaisseau d'argent dérivant au gré des grands courants marins au cœur des océans. Sa mission, explorer et analyser un océan encore largement méconnu, de la surface aux grandes profondeurs, pour étudier, entre autres, le climat, la biodiversité océanique, en continuité sur de longues durées, allant de 6 mois à 1 an. Sea Orbiter ouvrira un champ exploratoire pour la recherche et le développement de nouvelles technologies. L'ergonomie des espaces intérieurs est pensée pour garantir l'harmonie entre les aquanautes mériens et l'univers sous-marin. Alors la salle, on ne va pas le voir malheureusement, mais la salle de communication diffusera en permanence les découvertes scientifiques et la vie à bord. Et parce que l'art, c'est ça qu'on ne va pas voir, parce que l'art et la culture sont essentiels à cette grande aventure humaine, un orgue du Nautilus, je n'ai pas pu m'en empêcher, des temps modernes, sera intégré au cœur de Sea Orbiter. Ce vaisseau révolutionnaire, avec sa coque en aluminium bio-inspiré par l'hippocampe, abrite un équipage de 24 personnes. D'une hauteur de 57 mètres, dont 31 mètres sous l'eau, composé d'une colonne vertébrale de 12 ponts, peuplés de laboratoires, d'espaces de vie, d'un poste de commandement, de zones d'observation sous-marine, comme vous l'avez vu, et même d'un quartier de vie en pressurisé, permettant à des aquanautes de vivre sous la mer 24 heures sur 24, sur de longues durées, et de pouvoir, là aussi, comme dans les habitats sous-marins, sortir directement sous l'eau. Sea Orbiter accueillera un sous-marin et de multiples engins d'exploration permettant de mieux décrypter le fonctionnement et le rôle essentiel de l'océan pour la planète.
Tout porte à croire que cette sentinelle des temps modernes sera accompagnée à terme de 7 autres sentinelles sur l'ensemble des océans. Alors le projet Sea Orbiter suscite l'intérêt et le soutien de la communauté scientifique internationale océanographique comme l'IFREMER, ainsi que des agences spatiales telles que la NASA qui souhaitent l'utiliser pour justement les programmes d'entraînement des astronautes sur les similitudes de vie entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Nous avons testé un modèle de Sea Orbiter au 15e sur différentes conditions de mer dans un bassin à Carennes où on avait eu, et tous les tests ont été concluants. Ce projet imaginé il y a 20 ans déjà avec Jacques Picard et Jean-Loup Chrétien que nous avions lancé ce projet, a pu être lancé grâce à ma persévérance et au soutien du président de la République et à l'appui de Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM, partenaire de Sea Orbiter. Nous intégrons à l'heure actuelle sur Sea Orbiter, et je finis, les dernières évolutions technologiques et énergétiques bas carbone pour répondre aux grands enjeux environnementaux actuels pour une mise en chantier. C'est intéressant quand même de savoir. Ah, il n'y a plus de... J'arrive plus, bon. Pour une mise en chantier en 2025 et être opérationnel en 2027. Notre civilisation à venir est déjà là. Il suffit de plonger ensemble dans les entrailles liquides du monde pour y puiser le futur pour un avenir durable et résiliable. Cette Odyssée, qui est ma vie, croise au large de l'océan de nos rêves combien d'épreuves et de joies invisibles que j'ai essayé ce jour de vous faire entrevoir modestement. C'est l'intensité des rêves que l'on réalise, croyez-moi, qui donne un goût à la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rougerie. Quelle vie, quel vécu, quelle expérience.